3, 2, 1... Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. En ce mercredi maintenant, vous avez l'habitude qui est synonyme de Best of the Live, en mode Crystal Ball. Mais avant de commencer, il faut que je vous montre là les nouveaux t-shirts, les nouveaux produits que j'ai sortis sur le shop, parce qu'on a atteint un sub-goal pour le Movember. Vous irez voir, en plus de la toute nouvelle collection des Six Men que je présenterai prochainement, quand l'occasion se présentera, j'ai surtout insisté sur les Frankenstein Players. Ouais, ça c'est à l'ancienne, j'espère que vous vous en rappelez, c'était une playlist que j'avais adoré faire, et je sais que vous aimiez bien les visages de mes créations. Voilà pourquoi vous retrouverez tous les posts, du meneur au pivot, les all-time comme les actuels, et j'espère qu'elle vous plaît cette nouvelle collecte. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire, go dans la description, vous aurez le lien du shop et ça vous permettra de kiffer en soutenant la chaîne. Moi j'adore ça, c'est du gagnant-gagnant. Yeah baby. Mais bref, aujourd'hui si on est là, et vous l'avez vu sur la miniature et le titre, c'est pour parler des rookies de la saison NBA 2022-2023. Je sais que ce format en tiers, vous êtes très nombreux à le kiffer et vous étiez pas mal à le demander là dans les commentaires, savoir quand ça reprendrait. Eh bien vous l'avez compris, ça commence maintenant. Pour les nouveaux, vous inquiétez pas, le concept je l'explique juste après, alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Qui sont les meilleurs rookies en NBA cette saison? Et voilà, c'est enfin l'heure de reprendre les live tiers, et vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que cette série allait reprendre cette saison, soit en message privé, soit en commentaire. Eh bien vous l'attendiez, c'est maintenant que ça commence. Ici vous savez, on va classer les joueurs selon 5 échelons de niveau, et bon vous le voyez, hein, il y a ceux qu'on va mettre sur le bench, sur le banc, du moins fort au plus fort, ça c'est le tier 5, ensuite il y aura les pas terribles, les average à mettre au milieu, les cracks à mettre quasiment au sommet, et les gods, ça je veux vraiment qu'on le réserve à ceux qui sont vraiment les meilleurs. Et pour la première fois je pense, je vais garder les mêmes noms d'échelons pour pendant tous mes live tiers, c'est-à-dire que les sophomores, les meneurs, les arrières, les ailiers forts et les pivots seront tous nommés sur cette appellation, donc il faut s'adapter un peu en fonction de chaque sujet de live, de chaque vidéo, mais il faut que vous le sachiez. Et vu que c'est vous qui allez choisir un petit peu où est-ce qu'on classe ces rookies, même si bien sûr moi je vous donnerai mon avis une fois que vous m'aurez donné le vôtre, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des règles qui sont essentielles. On juge pas du potentiel ou du futur, on juge pas non plus du passé ou du choix de draft ou des attentes. Par exemple, deux rookies qui ont exactement le même niveau, c'est pas parce qu'il y en a un qui a été choisi en 5 et l'autre en 38, je dis des chiffres vraiment au pif, qu'il faut donner plus de valeur au 38, ça j'y tiens vraiment, il faut qu'on fasse attention à ça. Et c'est pareil, c'est pas parce qu'un rookie a énormément de potentiel par rapport à un autre qui brille tout de suite mais qui en a moins que celui qui a plus de potentiel sera avantagé. Moi je veux vraiment qu'on prenne en compte que ce qui s'est passé cette saison, donc on oublie tout ce qui s'est passé avant un NCAA, on oublie ce qui s'est passé à la draft, on pense pas à ce qui va se passer après, et le choix des tiers doit se faire en fonction du niveau du joueur là, à l'instant T, au moment M. Je sais qu'il y a plein de choses qui se disent comme ça, c'est comme vous voudrez. Là on est après à un quart de la saison, et c'est ce qu'il faut faire. Donc ici, avant qu'on fasse les sophomores là, d'ici 15 jours a priori ce sera, puis tous les postes on va parler des rookies. Pour les sélectionner, j'ai fait simple, pour avoir un échantillon suffisant, j'ai pris au moins ceux qui avaient joué au moins 10 matchs et qui depuis le début de la saison jouent en moyenne au moins 15 minutes par rencontre parce que pour évaluer le niveau de ces débutants, ça me semblait être un minimum et un échantillon suffisamment intéressant. Ceux qui ont joué moins de 15 minutes par match ou ceux qui ont fait moins de 10 matchs, je les ai pas assez évalués et je trouve que c'est trop peu pour vraiment donner un avis concret et objectif à leur sujet. Mais du coup ça en fait pas mal, vous voyez déjà leur tête en bas, ça en fait un petit paquet, il y en a 22 de mémoire, et justement moi mon but aujourd'hui ça va être de vous les présenter un par un avant de vous demander vous à quel échelon vous les placeriez. Et le but ce sera de voir si nous on est d'accord ou pas, on fera le bilan à la fin et je vous donnerai mes plus gros désaccords et les choses pour lesquelles on est d'accord. Franchement ça va être cool, c'est une de mes séries préférées. Sachez aussi que plutôt que les classer par ordre alphabétique comme je faisais l'année dernière, je les ai classés par celui qui joue le moins en tout cas, donc c'est Walker Kessler qui joue le moins parmi ceux que j'ai sélectionnés, et c'est Paolo Banchero qui joue le plus, donc on va finir par Paolo Banchero. La logique voudrait que moins tu joues, plus t'es classé bas, et plus tu joues, plus t'es classé haut, mais je pense honnêtement que ce sera pas du tout le cas, et en tout cas on va voir si ça se vérifie ou non, j'espère que ça va pas se vérifier. En tout cas on va voir ça avec vous, et on va commencer à en parler de tous ces débutants en NBA.
Et du coup on commence par Walker Kessler, forcément, parce que c'est lui qui joue le moins, avec à peine plus de 15 minutes par match. Mais c'est pas pour ça qu'il est pas talentueux, c'est pas parce qu'il joue peu qu'il est pas bon. Alors ok, c'est pas un scoreur, vu qu'il tourne à 5 points en moyenne par rencontre, mais avec son talent de protecteur du cercle et sa moyenne de contre qui est déjà à 1,6 en 15 minutes, il montre, je trouve, moi, depuis le début de cette saison, qu'il peut potentiellement s'inscrire dans la longue lignée des énormes pivots défensifs du Jazz après des mecs comme Mark Keaton et Rudy Gobert. Le mec déjà, en son temps de jeu, il a fait des matchs, c'était à peine plus de 20 minutes, il a fait des matchs à 4 ou 5 contre, et c'est complètement létal. En parallèle, il prend ses 5 rebonds de moyenne, et en ces 15 minutes, moi je trouve que c'est plutôt intéressant. Finalement, 5 points, 5 rebonds, 1,6 contre, ça fait pas forcément rêver, mais quand on voit que c'est fait en 15 minutes, c'est plutôt fort. Et même en attaque, en fait, alors que je le pensais très limité, pour moi, quand je le voyais à la fac, c'était plutôt un gros défenseur, et ben je suis assez surpris. Alors c'est vrai qu'il score peu, mais quand même, il convertit 71% de ses tentatives de tir, ça montre qu'il est très adroit, en tout cas très efficace près du cercle, parce que c'est là, il s'écarte peu, hein, Walker Kessler, mais ses tirs, il sait les prendre où il faut. On le trouve principalement au dunker spot, ou suite à des rolls, ou des lobes, et c'est plutôt efficace, hein. Vraiment rien de fou, mais quand on l'utilise en bout de chaîne, je trouve qu'il s'en sort très bien. Et pour moi, ça montre que jusque-là, principalement d'un point de vue défensif, notamment sur pick and roll où je le trouve très bon, on a un Walker Kessler qui est très performant depuis le début de la saison, mais qu'en attaque, finalement, il fait aussi le minimum. Sa mobilité également me surprend agréablement, et je trouve que c'est très cool et très prometteur. Et voilà, s'il continue ses progrès, je pense que ça peut être hypant pour la suite, mais déjà, moi je suis assez satisfait de ce que nous montre le pivot du Jazz en une quinzaine de minutes par match. Ok, et bien pour Walker Kessler, ça commence et ça a été très serré, parce qu'on a eu 47% des votes à l'échelon numéro 3 et 41% à l'échelon numéro 4. Après il y a eu 6% à l'échelon 2, 6% à l'échelon 5, ça je suis pas d'accord. Perso, j'aurais hésité entre le 3 et le 4. Je pense que, après c'est jamais facile de voter pour le premier, je pense que moi aussi je l'aurais mis au 3, parce que, comme je disais, en défense pour moi, et en tout cas au contre, c'est déjà, au vu du faible temps de jeu qu'il joue, c'est déjà un des meilleurs rookies de la cuvée de draft, en tout cas dans la protection de cercle, moi je trouve qu'il s'en sort extrêmement bien, et vu qu'en attaque, même s'il est pas non plus un crack encore, il fait le minimum, et de toute façon à Utah il y a des gens pour scorer, et lui tu peux l'utiliser en bout de chaîne, je trouve ça cool, même si c'est pas un créateur. Moi je l'aurais mis je pense au tier 3, il faudra voir après avec les autres si on le replace, mais tier 3 ça me semble cohérent pour Walker Kessler. On enchaîne avec le français Ousmane Dieng, qui dans cette équipe d'OKC, où il pouvait avoir des opportunités, effectue, on va le dire, des débuts compliqués, notamment en termes d'adresse. Mais on va le voir, il y a quand même pas mal de rookies qui, en termes d'adresse, ont un peu de mal. Lui, il est, pour l'instant, le français, il est à 38% au global, 23% à 3 points, c'est clairement faible. Et c'est sûrement pour ça qu'il passe que 16 minutes sur le parquet pour l'instant du côté du Thunder. Pour l'instant, ça se sent, il a besoin de se faire un peu plus au jeu US et de s'adapter. Ça peut prendre du temps, on l'a vu l'an dernier en Australie, donc moi j'ai plutôt envie d'être patient avec lui. Il alterne pas mal avec la G-League d'ailleurs, et c'est sûrement une bonne chose, il y a fait pas mal de matchs, et je trouve qu'il y a livré de très belles perfs, hein, plusieurs autour de 20 points, et ça c'est très rassurant, ça montre que c'est un vrai joueur de basket, qui a peut-être besoin d'opportunités et de temps d'adaptation pour pouvoir vraiment se développer et exploser. Donc pour l'instant j'ai pas non plus envie d'être trop sévère. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'on a un Ousmane qui a pas eu l'occasion de montrer grand chose jusque-là en NBA, même si son corps et sa mobilité notamment lui permettent d'avoir un impact défensif au moins au minimum. Forcément pour le moment c'est trop juste pour envisager les premiers tirs, en tout cas on va pas le mettre tout en haut, enfin on verra, mais ça m'étonnerait quand même, et bien sûr on attend sa montée en puissance. Néanmoins, là je me dis que récemment, notamment avec ses 10 points face aux Spurs, il vient de battre son record en saison sur ce match, et peut-être que son passage en G-League aussi, où il a peut-être pu prendre de l'XP et de la confiance, tout ça, ça laisse augurer du meilleur pour la suite potentiellement. Il montre déjà en tout cas que sur le terrain il sait à peu près tout faire, et il ne lui manque peut-être qu'un secteur en fait dans lequel il deviendrait spécialiste, expert, élite, en plus du shoot, où ce serait bien qu'il progresse, pour vraiment avoir un rôle qui serait défini. On le sait, c'est un petit peu le problème de ces joueurs hyper polyvalents, parfois ils ont pas de spécialité, et on a les coachs qui ont du mal à leur donner des opportunités. C'est peut-être ce qu'il faudra que Ousmane fasse. Il l'a montré en Australie l'année dernière, comme je l'ai dit, qu'il pouvait progresser tout le long de la saison. Ça reste quand même un joueur extrêmement grand, polyvalent, qui peut dribbler et shooter, donc à mon avis s'il est adroit il aura du temps de jeu, donc pour l'instant je l'avoue c'est pas ouf, mais les progrès viendront je pense, et quoi qu'il en soit je pense que aussi des opportunités il en aura à un moment ou un autre à OKC, quel que soit son niveau de jeu, ça vu comment est construite l'équipe. Ok pour Ousmane Dieng, et là encore ça s'est battu entre deux tiers, le tier 4 et le tier 5. Le tier 4 a eu 52% des voix, donc vous mettez Ousmane au
tir fort si j'arrive à le décaler, et voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Le tier 5 ensuite est arrivé juste derrière, hein, comme je disais, avec 39% des voix, et on a 9% qui l'ont mis au tier 3. Moi, tier 3, non, je n'aurais pas mis Ousmane Dieng au niveau de Walker Kessler. Par contre, effectivement, j'aurais hésité entre le 4 et le 5, je pense que j'aurais mis, et ça m'embête, hein, et dans le chat, j'ai l'impression que vous n'avez pas voulu être sévère, mais moi, personnellement, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, je l'aurais mis au tier 5, sur son potentiel, je l'aurais peut-être mis au tier 4, mais là, on a dit que c'est pas ce qu'on jugeait aujourd'hui, et pour le moment, moi, selon moi, ce qu'il a montré mérite pas un tier 4, pas encore en tout cas. Donc pour l'instant, c'est un tier 5, c'est pas pour ça que je suis pessimiste le concernant. Un tier 5 pour moi, un tier 4 pour vous. Moi j'ai peur qu'on mette pas grand monde au tier 5 si vous mettez Ousmane au tier 4, mais c'est votre choix, je le respecte et on va voir ce que ça donne pour la suite de cette tier list. Maintenant, voici Marjon Beauchamp, qui lui joue dans une team des Bucks qui est très compétitive et dans laquelle il est pourtant difficile de trouver des opportunités. Effectivement, quand tu joues à Milwaukee et que t'es rookie, tu sais que tu vas difficilement avoir du temps de jeu. Pourtant, avec les blessures, on a un Beauchamp qui a pu obtenir quelques fois sa chance en tant que titulaire, et franchement, j'allais dire on a kiffé ce qu'on a vu, vous je sais pas, mais moi j'ai kiffé ce que j'ai vu. C'est pas encore bien régulier, c'est sûr, lui aussi il devra régler son shoot et sa constance, ça c'est son plus gros problème, mais il a quand même fait une perf à 19 points et une autre à 20 qui laisse augurer de très belles choses, et ça c'est déjà cool pour un rookie qui joue aux Bucks en à peine un mois et demi de carrière. J'aime beaucoup le sérieux qu'il montre, j'aime sa qualité de cut, j'aime l'attention qu'il a en défense aussi, donc lui aussi hein, je pense qu'il va devoir s'adapter, qu'il va devoir améliorer ses pourcentages, parce que pour le moment il a 38% au global, c'est loin d'être ouf, hein, on le disait pour Ousmane c'était pas bon. C'est pas bon non plus pour Marjon Beauchamp, mais mine de rien, moi de ce que je vois, c'est quand même un joueur qui déçoit rarement, comme je disais, qui joue avec énormément de sérieux, et j'apprécie le fait qu'il sache saisir sa chance quand on lui donne, et quand on lui donne des opportunités, qu'il puisse scorer aussi et être bon. Donc moi plutôt satisfait du début de saison de Marjon Beauchamp, on va voir ce que vous en pensez. Alors pour Marjon Beauchamp, encore une fois, deux tiers qui se démarquent, le tier 3 et le tier 4, mais c'est le tier 3 qui remporte la mise selon vous, avec 57%. Pour Marjon Beauchamp au tier 3, vous étiez 39% à le mettre au tier 4 et 4% au tier 5. Tier 5 pour moi c'est trop sévère, ça se serait joué entre le 3 et le 4. J'aurais eu tendance à le mettre dans le 4 moi vraiment, parce que je le vois en dessous de Walker Kessler, que je trouve plus utile en tout cas dans son rôle. J'aurais mis Dieng au 5 aussi, donc c'est pour ça que j'aurais un petit peu échelonné tout ça. Maintenant c'est vrai que si on a un Dieng au 4, je le vois plus dans le range de Walker Kessler que dans le range de Ousmane Dieng. Donc finalement en ayant fait ce début de vote, c'est plutôt cohérent. Quoi qu'il en soit, effectivement moi j'aimerais qu'il soit plus régulier, qu'il ait une meilleure adresse, même si avec un rookie j'ai pas non plus envie d'être trop sévère avec lui le concernant. Je suis content qu'il ait trouvé ses opportunités, et finalement je peux être à peu près d'accord pour être tolérant avec lui et peut-être le surclasser un petit peu, dans la mesure où finalement il arrive à faire des belles choses globalement dans une équipe qui est contender et dans une équipe ambitieuse. Et ça on le sait, pour un rookie c'est dur de briller hein, et d'avoir du temps de jeu dans une équipe comme les Bucks. Et Beauchamp, il y est arrivé, même si ça marche pas à tous les matchs, il est arrivé à faire des choses intéressantes. Donc pourquoi pas le tier 3 pour Beauchamp, même si j'aurais tout décalé d'un cran, ça me paraît cohérent en tout cas au vu de ce que vous avez fait jusque là. Parlons maintenant de Malachi Branham des Spurs, pour lequel je trouve c'est dur de se faire un avis. Il a joué que 10 matchs lui jusque-là, donc il était vraiment à la limite pour qu'on parle pas du tout de lui aujourd'hui. Et le mec, à San Antonio, il a essentiellement connu la défaite. J'étais ok pour donner un bonus à Beauchamp parce qu'il était dans une équipe qui gagnait beaucoup. Branham, lui, va pas pouvoir l'avoir vu comment les Spurs sous-performe en ce moment. Il a fait une perf à 13 points lors de son deuxième match en carrière face aux Raptors, qui pouvait donner l'impression d'être prometteur, mais ça, il l'a fait dans une défaite par 43 points d'écart, et je trouve qu'elle voulait pas dire grand-chose finalement, cette perf à 13 points, et même si c'est un peu en train de se stabiliser, jusque-là, moi je trouve que Branham, il avait surtout du temps de jeu dans le garbage time, et il y a mieux en tout cas pour juger d'un niveau d'un joueur. C'était difficile de voir un petit peu ce qu'il valait. Après, c'est un joueur qui bouge bien, qui a un profil défensif intéressant, qui en attaque aime bien driver, aime bien s'approcher du cercle. Bon, ça, il a un petit peu plus de mal à le faire en NBA, et surtout, il a beaucoup de mal à s'écarter. Il a 38% de réussite au tir, lui aussi, et ça montre à quel point il est encore maladroit. Donc pour le moment, je pense que concernant Branham, on n'a pas vu grand-chose de convaincant. Peut-être que ça en viendra peu à peu, en ayant davantage de responsabilités avec Popovic, mais comme je disais, pour le moment, un mec qui joue surtout dans le garbage time et qui a pas montré grand-chose, ça va être dur d'être trop enthousiaste le concernant. Bon, pour Malachi Branham, pas de surprise, certains s'inquiétaient qu'on ne remplisse jamais le tier 5, et finalement, on en aura au moins un avec Malachi Branham. Dur de le mettre ailleurs. J'avoue que là je ne peux être que d'accord avec vous. Pour l'instant, comme je disais, il a pas montré grand chose dans une équipe qui perd et en jouant essentiellement le garbage time, tout en shootant avec une adresse assez cataclysmique. Donc oui, Malachi Branham au tier 5, surtout que les derniers matchs qu'il a fait, son adresse était encore pire. Ça me paraît être une évidence, même si son potentiel est là, pour le moment c'est difficile de le mettre plus haut. Maintenant, Nikola Jovic. Et
lui, à Miami, moi je trouve que vu les faiblesses de l'équipe au poste 4, je trouve qu'il est super bien tombé. Ça lui a permis rapidement d'obtenir du temps de jeu, et même de choper peu à peu une place de titulaire avec Spoelstra. Pour un rookie c'est pas mal dans une équipe comme le Heat, mais pour le moment c'est quand même très irrégulier pour lui aussi, et de toute façon c'est le cas chez beaucoup de rookies. Il a une adresse à moins de 40% lui aussi, qui montre que le saut en NBA n'est simple pour personne. Néanmoins, il tourne quand même à quasiment 7 points par match sur les matchs qu'il joue, et il a même réalisé une pointe à 13 et à 18 le lendemain pour ses 2 premiers matchs en tant que starter. Malheureusement, il a pas vraiment confirmé depuis. Spoelstra, il a, semble-t-il, à nouveau sorti de la rotation. En tout cas, il le fait de moins en moins jouer. Mais c'est aussi ça, d'être rookie dans une équipe compétitive. Il y a toujours des hauts et des bas dans ton temps de jeu. Donc à Jovic maintenant, de saisir à nouveau sa chance quand elle reviendra. On sait que ce sera peut-être dur dans une équipe comme Miami. Mais comme je disais, il y a des manques au poste 4. Donc à mon avis, il en aura une. Le talent offensif est bien présent. Donc à lui maintenant de prouver sur la durée et avec plus de constance dans son tir qu'il peut faire quelque chose. Comme je disais, il est polyvalent offensivement, il peut faire tout plein de choses, balle en main. Il faut qu'il mette ses tirs. Peut-être que défensivement, il s'arrache un peu plus aussi dans une équipe comme Miami. On sait à quel point c'est important. Mais globalement, j'ai pas trop envie de le tacler et de le critiquer. J'ai l'impression que jusque-là, il lui manque surtout de la maturité et de l'expérience. Et bien, voici Nikola Jovic. Et pour lui, ça va être aussi le tier 3. Je pense qu'on va voir beaucoup de monde à cet échelon numéro 3. Vous êtes 59% à l'avoir mis à cet échelon. 29% l'auraient mis au 4 et 12% au 5. Ouais, encore une fois, vu la configuration de ce que ça donne, je suis d'accord pour le mettre au tier 3, même si encore une fois, moi je pense qu'avec Dieng au 5, j'aurais pu mettre Beauchamp et Jovic au 4, mais oui, finalement, comme Beauchamp, il a réussi à être titulaire dans une équipe qui a des ambitions, il a pu faire 2-3 perfs comme Beauchamp dans une équipe qui a des ambitions, même s'il est irrégulier et que depuis il est sorti du 5 et qu'il a moins de temps de jeu, ça me va de les mettre au même range. En tout cas, ça me semble assez logique de les mettre tous les deux au même range. Donc let's go, c'est votre choix. Nikola Jovic arrive au tier 3. Place maintenant à Dyson Daniels. Et lui, globalement, je déteste pas ce que je vois de sa part aux Pelicans, où désormais, dans une équipe qui est compétitive, hein, elle aussi, ils sont 2e à l'ouest au moment de ce live, je trouve qu'il a une vraie place dans la rotation. C'est un mec qui joue de plus en plus, notamment sur les derniers matchs, et qui a su en profiter. J'ai l'impression qu'il monte vraiment en puissance, et il a même passé plus de 30 minutes sur le terrain face aux Raptors dernièrement en frôlant le triple-double. Franchement, c'était très cool, et il montre à quel point c'était un joueur qui était hypant au moment de sa draft par sa polyvalence. 14 points, 8 rebonds et 9 passes, c'est assez génial pour un joueur qui est si inexpérimenté. Alors si expérimenté non, parce qu'il vient de la G-League, mais si expérimenté en NBA. Et là, il nous a définitivement montré à quel point il pouvait être polyvalent. C'est un bon défenseur qui peut également partir très vite en transition, qui est également un bon cutter, qui peut jouer sans le ballon, et j'apprécie particulièrement son playmaking. Mieux encore, alors que j'avais de vrais doutes concernant son shoot, pour le moment, le gars, il tourne à 54% de réussir et 47% à 3 points. Bon, il prend pas des masses de tirs de loin, mais c'est quand même excellent comme pourcentage. Alors pour le moment, c'est vrai que ses stats globales, c'est 6 points, 4 rebonds et 2 passes. C'est pas hyper significatif. Mais vu qu'il a de plus en plus de temps de jeu et vu qu'il est en train de prendre un rôle de plus en plus important chez les Pels, moi je trouve ça cool. Ça se sent, on a un gamin qui a du talent, qui est en train de monter en puissance, et Willie Green s'en rend bien compte, c'est pour ça qu'il lui donne du temps de jeu. Donc c'est peut-être un peu juste pour viser les tiers les plus hauts pour le moment, mais moi je suis assez persuadé que s'il continuait à ce rythme et qu'on faisait ce live, je sais pas, dans un mois ou deux, il pourrait potentiellement viser plus haut. Mais bon, comme je disais en début de live, ici on n'est pas là pour juger le potentiel. Concernant Dyson Daniels, ça a été assez clair, vu que vous êtes 65% à le mettre au tier où je l'aurais mis aussi, c'est-à-dire le tier 3. 24% d'entre vous l'auraient mis au tier 2. Pour moi, j'ai envie de réserver ça à des joueurs qui ont plus prouvé que Dyson Daniels. Donc moi, je l'aurais pas mis au tier 2. 12% au tier 4, ça je trouve ça ultra sévère. Et c'est tout. Donc pour vous, ça se jouait entre 2, 3 et 4. Moi, même dans cette configuration-là, je l'aurais mis au tier 3, effectivement. Mais peut-être un des meilleurs, voire le meilleur du tier 3 jusque-là. On verra si ça se confirme à la fin. Et désormais, je suis content de parler de Christian Koloko, un joueur qui a été drafté au second tour, et ça montre que mine de rien, on peut quand même y trouver quelques pépites à ce second tour. Et ça, les Raptors, je les ai toujours trouvés très bons pour dénicher ce genre de joueur, tandis que Koloko, lui, en débarquant à Toronto, j'ai l'impression qu'il a trouvé pile le bon contexte, vu le peu de profondeur au poste 5. Le gars a profité de l'absence de Siakam, qui est pas non plus un poste 5 de métier, mais qui a été blessé et qui est utilisé au poste 5 pour être titulaire à 9 reprises, et honnêtement, Koloko, ce qu'il a fait pendant ses matchs en tant que titulaire, et même quand il sort du banc, régulièrement j'aime son intensité. Bien sûr, il manque énormément de toucher, il peut pas non plus s'écarter énormément, et offensivement, c'est encore un joueur qui est très raw. Il marque que 4 points par match en 17 minutes de temps de jeu, et c'est pas un hasard, parce qu'il a vraiment des mains qui sont encore très carrées et qui va devoir développer. Pour un pivot, shooter à 47%, c'est très faible, surtout quand on joue aussi proche du cercle. C'est surtout un mec qui est efficace dans les airs en vrai, quand il dunk par exemple, ou après une passe lobée, et c'est vrai qu'à part ça,
offensivement, il a, en attaque en tout cas, il a ce côté un petit peu inoffensif. Néanmoins, c'est quand même un joueur que j'aime bien pour d'autres raisons. J'apprécie énormément l'activité dont il peut faire preuve, notamment dans le sale boulot. Il a fait un match à 11 rebonds et 4 contres par exemple face aux Hawks, qui illustre parfaitement ce constat. Ok, c'est un joueur qui est limité offensivement, mais qui par son énergie peut apporter des bonnes choses quand il est sur le terrain. C'est d'ores et déjà, je trouve, un défenseur solide, même si j'apprécierais qu'il développe un petit peu la force qu'il a dans ses appuis pour résister face à certains vis-à-vis. Et là encore, je trouve qu'il a tout plein de choses à travailler, à bosser, et dans lesquelles il doit progresser pour vraiment s'affirmer, parce que clairement, je le répète, c'est un joueur qui est très brut jusque-là, mais néanmoins, il a quand même un côté energizer qui lui offre des opportunités avec Nick Nurse qui en plus de ça aime bien les mecs longs comme il l'est, et rien que ça, je trouve que c'est déjà pas mal pour Christian Koloko. Et Christian Koloko, vous êtes 58%, ça finit au tier 3, lui encore, j'ai l'impression qu'on va avoir un échelon 3 qui est très 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 chargé. Encore une fois, pour moi, effectivement, vu cette configuration, je l'aurais mis au tier 3 aussi parce que je le mets au-dessus de Ousmane Dieng, mais moi ça fait partie de ces joueurs que j'aurais mis au tier 4 en mettant Ousmane aussi au tier 5. Mais bon, c'est comme ça, c'est vous qui choisissez, on fera le bilan à la fin. 58% au tier 3 pour Koloko, 26% au tier 4, carrément 11% au tier 1 apparemment des fans hardcore des Raptors, et 5% au tier 2. Donc certains le voient quand même très haut, le Koloko. Non, pour moi ça aurait été tier 4, mais dans cette configuration je suis d'accord pour le mettre au-dessus de Ousmane Dieng, même si je trouve que là, on commence à avoir un tier 3 qui est quand même très hétérogène. Let's go AJ Griffin maintenant, AJ Griffin, qui était l'un de mes petits chouchous avant la draft, et pour qui j'étais sûr que si la santé voulait bien se montrer au rendez-vous, on pourrait avoir un joueur qui serait capable de faire quelque chose de bien, même chez des Hawks qui sont ambitieux. Et pour le moment, il montre que dans son rôle de dynamiteur en sortie de banc, avec un gars qui tourne quand même à 9 points par match à Atlanta, en à peine 18 minutes, avec de super pourcentages en plus, 47 au global et 38 à 3 points, mais c'est plutôt fort, et encore plus fort pour un rookie dans une équipe comme les Hawks. De plus en plus régulièrement maintenant, il passe au-dessus de la barre des 10-12 points, c'est plutôt pas mal, et même si évidemment, comme tous les rookies aujourd'hui ou la plupart, il connaît quelques matchs sans, globalement c'est cool quand même. Il a fait un match à 24 points face aux Bucks en plus qui a largement fait parler, et c'était mérité. C'est un mec qui, quand il a été responsabilisé, il a pas eu peur, je trouve, en tout cas jusque là, qui peut être clutch aussi, et sur les matchs, ça c'est une stat que j'ai trouvé cool, sur les matchs où il joue plus de 24 minutes, on a un joueur qui tourne à plus de 17 points par rencontre, tout en étant très très solide en défense, et perso, moi j'aime beaucoup tout ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Donc maintenant, ce que je disais, trop irrégulier sûrement, et trop raw pour avoir du temps de jeu encore tout le temps, notamment dans une équipe comme les Hawks, mais moi j'apprécie ce qu'il montre, ce côté péchu, ce côté étincelle. Il a une vraie capacité à jouer off-ball aussi, et ça c'est précieux aux côtés de joueurs comme Dejounte Murray et Trae Young qui eux ont pas mal besoin de la gonfle. Et ouais, c'est intéressant ce qu'il montre AJ Griffin, et vraiment dans son côté scoreur, mais aussi dans son côté complet et polyvalent. J'apprécie énormément ce que je vois de sa part depuis le début de la saison, et il me déçoit pas. J'attendais pas mal de sa part, et ce que je vois pour l'instant arrive à me convaincre globalement plutôt bien. Pour AJ Griffin, eh bien nous avons notre premier joueur de la soirée qui arrive au tier 2, vu que vous êtes 65% à l'avoir mis si haut, 29% au tier 3 et 6% au tier 4. Encore une fois, c'est une question de configuration. Moi, je l'aurais plutôt mis dans le range du tier 3 parce que je suis peut-être plus sévère avec vous et j'aurais eu envie qu'il y ait moins de joueurs au tier 1 et au tier 2, mais ça peut s'entendre, ce tier 2 le concernant. Why not? Comme je disais, à chaque fois qu'il a eu du temps de jeu, il a prouvé. Il y a peut-être des fois encore où il se cache un peu trop à mon goût pour être déjà considéré comme un crack, mais pourquoi pas, ça s'entend vraiment, c'est une question de configuration des tiers, et oui, je veux bien entendre que AJ Griffin est au-dessus de tous ces joueurs. Moi, je l'aurais mis à peu près au niveau de Dyson Daniels que vous avez mis en dessous. Pour moi, l'écart entre les deux est pas super important non plus. Mais ça s'entend, en tout cas, même si je l'adore, moi je l'aurais mis un poil plus bas, mais comme quoi, soit vous l'aimez bien aussi, soit vous êtes très impressionné par ce qu'il a montré depuis ce début de saison à Atlanta. Voici maintenant, avec David Roddy, un joueur qui est en train de monter crescendo à Memphis. Et sur son début de saison, malgré quelques perfs qui étaient autour de 10-12 points qui étaient intéressantes, je trouvais quand même qu'on avait un joueur avec lui qui manquait cruellement d'expérience, et heureusement qu'il avait un coach comme Taylor Jenkins, qui lui n'hésite pas à faire jouer les jeunes. Et le nombre d'erreurs qu'il faisait, notamment défensives, me donnait l'impression qu'il était pas du tout prêt encore à avoir un fort temps de jeu, notamment dans une équipe comme les Grizzlies. Là, ça va un peu mieux, et ça se voit, on a un Jenkins qui arrive à lui donner de plus en plus de minutes, parce qu'il lui fait confiance. Mais comme je disais, il a de la chance d'avoir un coach comme Taylor Jenkins. Là, récemment, il vient de battre son record de points en saison avec 13 unités et des moyennes globales qui sont de 6 points et 3 rebonds jusque-là. Pourtant, moi, si je suis
totalement honnête, j'ai encore du mal à vraiment m'enthousiasmer concernant David Roddy. Globalement, il a une adresse de 39%, c'est un mec qui reste maladroit et qui joue à l'intérieur, même s'il s'écarte un tout petit peu, de toute façon pour l'instant c'est pas efficace, et c'est surtout défensivement que je m'inquiète fort. C'est un gars qui est souvent en retard dans ses rotations, qui semble manquer de vitesse et de mobilité pour être efficace en défense au plus haut niveau en NBA, qui peut manquer de focus aussi, d'attention, il fait des erreurs bêtes, bon après des erreurs de rookie, donc on va pas trop lui en vouloir. C'est un mec qui est jeune et ça sert à rien d'être trop sévère, un rookie ça progresse, mais pour le moment, même s'il y a un peu de mieux je trouve dans le début de saison de David Roddy, je suis pas hyper convaincu de ce que j'ai vu de sa part. Cependant, ce que j'apprécie, comme je disais, c'est qu'il a un coach qui hésite pas à lui donner sa chance, qu'il laisse au moins un temps soit peu sur le terrain, et ça peut-être que dans le futur ça portera ses fruits, même si là ça peine un petit peu à arriver sur ce premier quart de la saison avec lui. Pour David Roddy, ça nous fait un joueur aux côtés de Ousmane, parce que vous êtes 50% à l'avoir mis au tier 4, vous êtes 39%, vous le mettiez vous au tier 5, et 11% au tier 3, et là encore une fois pour moi c'est une question d'organisation de ce tableau de tiers. J'aurais mis Dieng et Roddy au 5, pour moi c'est à peu près, ça m'allait de les mettre à la même hauteur, donc les retrouver à côté au tier 4, ça me surprend pas tant que ça. Dans cette configuration, ok pour le mettre au tier 4, mais pour moi, trop limité défensivement encore pour être plus haut, et bien chanceux d'avoir, je le répète beaucoup, mais pour moi c'est le cas, bien chanceux d'avoir un coach comme Taylor Jenkins qui le laisse faire autant d'erreurs sur le terrain jusque là. Allez, maintenant Tari Eason, et là plus ça va et plus on s'approche de candidats qui commencent à être un petit peu sérieux, et Tari Eason pour moi c'est un candidat super intéressant. Il tourne à 8 points et 5 rebonds par match en 18 minutes, ça peut paraître pas si ouf comme ça, et surtout avec une adresse de 40% dans une équipe sans ambition vraiment, ça peut paraître un petit peu léger, mais moi ce qu'il montre sur le terrain je trouve ça très correct. On a un mec qui a déjà fait des matchs à 19 points et 8 rebonds, et je suis sûr qu'avec plus de temps de jeu, à terme ça peut devenir un mec qui fait régulièrement des doubles-doubles. J'apprécie aussi le fait que au poste 4 il sache s'écarter, mais également en défense qu'il garde toujours les mains actives, où il a fait des matchs à 3, 4 voire 5 interceptions. C'est vraiment pas mal pour Tari Eason. Il a un moteur de fou, une très grosse énergie, et ça c'est rafraîchissant à voir. Dès qu'il rentre sur le terrain, moi j'adore. Déjà il fait partie des coqueluches un peu des fans des Rockets. Comme je disais, dès qu'il rentre en jeu, moi je trouve que ça se voit, il arrive à changer la dynamique de Houston, et son envie et son agressivité à Eason font plaisir à voir, et moi je comprends qu'on l'apprécie particulièrement. C'est un mec qui est capable de grosses séquences, qui est capable d'être spectaculaire, et même si évidemment il gagnerait en efficacité en prenant une meilleure sélection de shoot, ça c'est vraiment à travailler, et en soignant aussi la somme de déchets qu'il peut commettre, parce que bien sûr, encore une fois, il fait pas mal de mauvais choix, c'est un peu le souci de toute façon, selon moi, avec ce style de joueur. Il a déjà montré que rien qu'avec son moteur, rien qu'avec son énergie et rien qu'avec son envie, il est déjà capable de se faire une place dans la grande ligue pour le futur, et c'est déjà pas mal moi je trouve concernant Tari Eason. Pour Tari Eason, je l'aurais classé au même endroit aussi, vous êtes 50% à le mettre au tier 3, et ça je valide complètement. C'est là où je l'aurais mis, quelle que soit la configuration. 29% d'entre vous l'auraient mis au tier 2, ça je trouve ça trop haut. Il a une énergie qui est régulière, mais pour l'instant j'ai besoin qu'il montre plus de maturité encore pour le mettre plus haut. Non, tier 3 pour l'énergie qu'il donne en tant que rookie sur ce premier mois et demi de la saison, je trouve ça cool. Vous auriez été 14% à le mettre au tier 4 plus bas, ça je suis pas d'accord vu la configuration du truc. Non, pour moi il me semble bien installé là, ce tier 4, et c'est là où je l'aurais mis quoi qu'il arrive. Allez, après David Roddy, on revient du côté de Memphis avec encore un rookie qui me plaît bien depuis le début de la saison, Jake LaRavia. Déjà, je trouve, il apporte une réelle contribution aux Grizzlies en tant que spot-up shooter, en tant que floor spacer, qui peut dégainer de loin, off-ball, et ce genre de joueur, moi je les trouve parfaits autour d'un meneur de jeu comme Ja Morant, qui lui va créer énormément de gravité et donner beaucoup d'espace aux snipers de loin. Alors oui, on a un joueur pour l'instant, si on regarde que ses chiffres, ça paraît pas fou, il tourne à 5 points et 3 rebonds par match, et il joue que 18 minutes. N'empêche que, lui qui prend une grande majorité de tirs de loin, il tourne à 39% de réussite à 3 points, et ça, rien que ça me fait kiffer, ça montre que ok, il a des qualités qui sont très unidimensionnelles, mais que là-dedans, moi c'est ce que je disais, c'est ce qui manque à certains joueurs qui eux sont trop polyvalents. Lui, Jake LaRavia, on sait pourquoi il rentre sur le terrain, c'est pour mettre des shoots de loin. Pour l'instant, il a pas pris de gros coups de chaud encore, son record c'est 13 points à 3 sur 4 de loin, mais on le sent, ça peut arriver n'importe quand avec lui. Dans son rôle qui est recherché en vrai en NBA, pour entourer des meneurs stars, en tout cas des joueurs comme Morant par exemple, ça peut être un crack à mon avis, et son costume, c'est celui qu'on lui demande de prendre, il arrive à l'assumer sans souci,
ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement chez Laravia. On sait à quel point on a un Taylor Jenkins qui apprécie les role-players de ce genre, on sait à quel point il peut faire confiance aux rookies, c'est ce que je disais plus tôt, mais moi c'est surtout ce côté role-player de Laravia, ce côté spécialiste qui peuvent avoir une très grosse importance dans le succès des Grises, et pour moi Jake Laravia ça peut vraiment être l'un d'eux. Bon après, comme je disais, il a le problème aussi d'être très unidimensionnel, mais vu qu'il est un expert dans ce qu'il fait, je trouve pas que ce soit un souci dans une équipe comme les Grizzlies. De plus en plus il obtient du temps de jeu dans les derniers cartons aussi, ça montre la confiance qu'il obtient de son coach, et ça justement, bah ouais, ça montre à quel point on a un Jake Laravia qui peut être utile à Memphis, malgré des stats qui sont pas du tout impressionnantes au premier coup d'œil. Pour Jake Laravia, on a un ex-aequo. Vous êtes 43% à le mettre au tier 3, vous êtes 43% à le mettre au tier 4, par contre il y en a 7% qui l'auraient mis au-dessus au tier 2, et 7% qui l'auraient mis au-dessus au tier 5. Non, pour moi, tier 2 et tier 5, c'est inenvisageable. Je comprends les hésitations entre tier 3 et tier 4, mais vu qu'il y a inégalité, c'est moi qui vais trancher, et vu la configuration, moi j'ai pas de doute. Je le mets clairement au-dessus de son coéquipier David Roddy, je le mets aussi au-dessus d'Ousmane, donc oui, pour moi c'est clairement un tier 3, et je pense que même sans cette configuration, même si on avait mis certains du tier 3 au tier 4, et même si on avait mis Dieng et Roddy au tier 5, perso, moi je l'aurais laissé au tier 3, dans la mesure où avoir un rôle défini déjà comme il l'a à Memphis, dans une équipe qui est ambitieuse encore une fois, ça mérite d'être mis en valeur, donc ouais, Laravia, c'est moi qui tranche. Vu qu'il y a une égalité, c'est moi qui tranche, et tier 3 ça me paraît très logique, et encore plus dans cette configuration. Allez, maintenant, parlons de Caleb Houstan. Et même s'il joue pas mal, en vrai, avec plus de 18 minutes de temps de jeu moyen avec Orlando, j'ai l'impression que on baisse d'un petit cran vu les derniers rookies dont on a parlé juste avant. Après, vous allez me dire si ça se confirme, mais moi, c'est l'impression que j'ai. On a un mec qui est essentiellement un spot-up shooter, lui aussi, qui prend la majorité de ses tirs à 3 points, et 36% de loin, ça reste correct. Mais lui, je trouve que contrairement à Laravia, il a une constance qui est beaucoup moins importante. Il y a des matchs où il se cache complètement, et il est assez inutile. Il a connu un petit coup de chaud à 4 sur 8 de loin qui lui a permis de mettre 12 points face aux Sixers, c'était son record en saison, mais je trouve que le reste laisse à désirer, surtout dans une équipe comme le Magic. En vrai, lui il peut pas avoir le bonus de Laravia en se disant il a déjà un gros rôle dans une grosse équipe. Lui il pourrait avoir pas mal de tickets shoot, pas mal d'opportunités, et je trouve qu'il y a des moments où il se cache un peu encore. Bon après il y a rien de catastrophique non plus, je trouve que mine de rien il fait peu d'erreurs, c'est la meilleure qualité que je lui trouve, et il semble comprendre son rôle sans trop forcer, en laissant le jeu venir à lui, et voilà, sans vouloir jouer du hero ball comme certains rookies auraient pu le faire à Orlando. Donc il reste prêt et fait ce qu'on lui demande. Je crois que Mosley il apprécie bien ça, hein. Dès qu'il lui donne une opportunité, Caleb Houstan essaye de la saisir, et en tout cas il va vraiment écouter ce que lui dit le coach. Maintenant moi je pense vraiment qu'il va devoir progresser surtout dans ses choix et dans sa lecture du jeu des deux côtés du terrain. En attendant, pour le moment, je trouve qu'avec Houstan on n'a pas vu grand chose, mais voilà, être sérieux et appliqué c'est bien, c'est sa principale qualité, mais pour l'instant moi dans le reste, dans tous les autres secteurs, j'en demande quand même beaucoup plus concernant un rookie. Maintenant, peut-être pas Caleb Houstan, je l'attendais pas forcément très haut, mais pour un rookie qui joue 18 minutes, notamment dans une équipe comme Orlando, j'avoue, j'en demande plus. Caleb Houstan, c'est tier 5 à 60%. Vous étiez 35% à le mettre au-dessus au tier 4. Je comprends. Perso, moi, en début de live, quand j'ai préparé ce live, je l'aurais mis au tier 5, mais avec Ousmane Dieng et David Roddy. Je suis pas forcément d'accord pour le mettre en dessous de ces deux-là. Pour moi, on est à peu près sur... C'est pas du tout les mêmes profils, donc c'est dur de les comparer. Mais en termes d'impact, moi, je les aurais mis tous ensemble. Maintenant, effectivement, moi, tier 5, c'est là où je l'aurais mis. Je comprends que vous le mettiez là aussi. Jouer 18 minutes par match, ok, c'est bien, mais dans une équipe comme Orlando, c'est moins bien. Il met des shoots de loin de temps en temps, mais ça reste trop irrégulier. Il y a des matchs où il passe complètement à côté. Voilà, 35% vous l'aurez mis au tier 4. Vous étiez quand même 5% à le mettre au tier 3. Ça, pour moi, c'était quand même compliqué. Donc oui, ça peut... Selon comment ça se voit un peu dans cette configuration, pour moi, c'était tier 4 ou 5. Mais vous avez décidé qu'on ait un joueur qui tienne compagnie à Malachi Branham au tier 5. Et c'est pour Caleb Houstan. Bon, maintenant je crois qu'il faut qu'on parle, je vois ça dans le chat, de votre dunker préféré, vous l'attendiez depuis un petit moment. Voici Shaedon Sharpe, et un mec, j'aime beaucoup le dire, mais c'est vrai, c'est un mec qui était un mystère avant sa draft, parce qu'il avait pas joué une seule seconde en NCAA l'an dernier avec Kentucky. Mais sur ce premier quart de saison, moi je trouve qu'on peut voir à quel point on a un joueur qui est plein de potentiel, et qui a du talent plein les mains. Notamment il est très athlétique, il peut mettre des gros tomards, hein, comme on l'a vu, il arrive à tout déchirer sur un dunk, il peut accéder à la peinture comme il le souhaite, il est
spectaculaire, on l'aime, tout ça, ça fait partie de la hype un peu et tout ce qui est un peu funky autour de lui. Mais moi, ça, je vais pas juger un joueur sur le spectacle qu'il arrive à créer, je vais le juger sur son niveau. Mais en plus de ça, ce que j'aime chez Sharp, c'est que c'est pas qu'un dunker et un mec athlétique, c'est aussi un mec qui met ses tirs bien plus que ce que je ne l'en pensais capable. Là, pour l'instant, il tourne à 48% au global et 38% à 3 points, c'est plutôt propre. Ça lui permet de tourner à 8 points de moyenne en 20 minutes, je trouve que c'est correct. Et ça l'est encore plus quand on voit comment il peut prendre des coups de chaud de temps en temps, notamment de loin. Il avait fait ça contre les Nets, un match où il a planté 20 points à 4 sur 5 à 3 points. Et ça, c'est cool de voir ce genre de performance chez un rookie. Surtout un mec comme Sharp qui était surtout attendu comme un phénomène athlétique. Après oui, il est régulier, c'est un petit peu les défauts de ses qualités, il peut commettre pas mal de déchets, il fait pas toujours les bons choix, ça se sent qu'il manque d'expérience au plus haut niveau et qui vient limite directement du lycée. C'est sûr aussi, on a un joueur qui joue beaucoup en ISO, mais j'apprécie que finalement il sorte de ça. Moi c'était quand même l'image de lui qu'il allait tout le temps jouer en ISO, mais de plus en plus j'ai l'impression qu'il est aussi capable de jouer avec des stars dans un rôle un peu moindre grâce à un bon sens des coupes par exemple et de montrer que oui, off-ball il peut aussi être efficace. Maintenant clairement avec Sharp on a un joueur qui possède un vrai sens du scoring, qui a des pull-ups qui sont très pertinents, très efficaces, il les prend pas toujours quand il faut, mais il est capable en tout cas de mettre des shoots difficiles et ça c'est quelque chose de fort chez Shaedon Sharp. Bon après c'est sûr maintenant il suffit de regarder ses game logs un peu, ses perfs, pour se rendre compte à quel point c'est les montagnes russes. Mais déjà, moi je trouve que il a prouvé que dans le futur, dans le pire des cas, ce serait au moins un bon dynamiteur, même s'il a un avenir qui potentiellement pourrait s'avérer beaucoup plus radieux. Pour ça, il a surtout besoin, à mon avis, de prendre de l'XP et de la maturité, mais j'apprécie vraiment ce que j'ai vu de la part de Shaedon Sharp depuis le début de la saison. Pour Sharp, on est à 68% au tier 2, donc vous êtes très nombreux à le mettre au tier 2. Et pourquoi pas, vu qu'il y a AJ Griffin au tier 2, moi ça me va de les mettre côte à côte. Après, comme je disais, j'aurais potentiellement hésité entre Griffin au tier 3, peut-être que j'aurais mis Sharp au tier 3 si j'avais mis Griffin au 3 aussi, mais ça peut m'aller. En vrai, pour moi, Sharp, c'est un gros tier 2,5, donc le mettre au tier 2, ça, à l'échelon numéro 2, ça me convient. 68% de façon d'entre vous, c'est là où vous voulez le mettre. 26% d'entre vous l'auraient mis au tier 3, et apparemment, il y en a 5% d'entre vous qui adorent son potentiel, mais malheureusement, on n'est pas là pour jouer pour ça. Et c'est vrai que le fait, à mon avis, qu'il ait un gros plafond et qu'il fasse des dunks de fou furieux donne envie de le surcoter un peu. Non, tier 1, ça je suis pas d'accord. Pour moi c'était entre le 2 et le 3, pour vous aussi, mais c'est le 2 qui a gagné concernant Shaedon Sharp. Alors let's go, de toute façon j'accepte ça, mais même ça me choque pas tant que ça jusque là. Voici maintenant un joueur, lui aussi drafté au deuxième tour, avec le first pick du deuxième tour, pour qui on n'imaginait pas forcément beaucoup de temps de jeu cette année. Voir que finalement on a un Andrew Nembhard qui passe plus de 21 minutes sur le terrain avec les Pacers, et je trouve que c'est une très bonne surprise. Oui, je vous l'ai pas dit, on parle de Andrew Nembhard. On a un arrière qui tourne à 7 points et 3 rebonds, c'est pas mal, mais surtout moi j'apprécie qu'il possède un énorme culot. Donc même si on parle beaucoup moins de lui que de son pote rookie Mathurin, qu'on abordera plus tard, on a un Canadien encore, comme Mathurin, qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Ça il l'a montré récemment en mettant un gros game winner sur la truffe des Lakers. Bien sûr on va pas le juger que là-dessus, mais forcément c'est un petit accomplissement dans une carrière, un petit statement quand tu mets un game winner comme ça contre les Lakers, et qui est plutôt cool à se remémorer. Maintenant Nembhard lui non plus, il a pas un énorme impact à tous les matchs, mais quand même il a fait quelques perfs à 12-13 points qui ont montré qu'il avait du basket. J'apprécie aussi vraiment qu'il sache s'adapter à un collectif avec un très bon playmaking, qu'en parallèle il défende fort aussi, et moi je trouve qu'il a toute la panoplie du joueur complet qui est vraiment présente dans son jeu. Un joueur complet qui a du culot, qui fait ce qu'on lui demande et qui se mue dans un collectif, let's go, c'est plutôt intéressant. Donc ouais, c'est pas non plus le rookie qui possède le plus de hype, même si son game winner l'a bien aidé là-dedans, mais moi je trouve que dans l'ombre à Indiana, discrètement, on a un Nembhard qui arrive tout de même à faire son bon petit bonhomme de chemin. Pour Andrew Nembhard, c'est 67% au tier 3 qui est définitivement de plus en plus hétérogène. Dans cette configuration, Nembhard, peut-être que je l'aurais mis au tier 2, j'en sais rien. En vrai, moi je l'aurais mis au tier 3, mais parce que je suis moins sévère que je suis plus sévère que vous par contre depuis le début, mais dans cette configuration, j'aurais peut-être mis au-dessus avec AJ Griffin et Shaedon Sharp. Mais peu importe, quoi qu'il en soit, on va faire comme vous dites, 67% pour Nembhard aussi au tier 3 et 33% au tier 2. Donc il y a que des votes à ces deux échelons, ça se voit que ça se discutait entre les deux. Pour moi, OK, Nembhard, c'est pas non plus un excellent scoreur comme je disais, 7 points en 21 minutes, mais c'est quand même un joueur
joueur très sérieux, très intelligent, qui fait très bien ce qu'on lui demande de faire, qui est un petit peu plus âgé que d'autres aussi, hein. C'est pour ça qu'il a été drafté si tard, parce qu'il n'a pas forcément un potentiel très haut, mais ce qui montre jusque-là dans une équipe d'Indiana qui surprend globalement, avec un excellent Tyrese Haliburton notamment, mais aussi un excellent Mathurin dont on parlera après, c'est cool. Donc tier 3, ça me va, moi comme je dis, c'est là où je l'aurais mis, mais peut-être que dans cette configuration-là, avec tous ces joueurs de tier 3, je l'aurais peut-être mis au-dessus. Enfin bon, bref, on verra, je ferai mon classement à la fin. Place maintenant à Jalen Duren, un intérieur qui, avant même sa draft, était déjà annoncé comme le futur Shawn Kemp. J'aimais beaucoup ça. Bon, pour ça, on savait qu'il faudrait du temps avant d'arriver au niveau de Shawn Kemp, vu que lui, il vient tout juste de fêter ses 19 ans, là, il y a quelques jours, et actuellement, c'est tout simplement le plus jeune joueur de la NBA. Mais perso, même si ça, c'est pas quelque chose, on va pas l'excuser pour ça, on va juger de la même façon un joueur qui a 19 ans qu'un joueur qui en a 23, donc ça, c'est pas un argument à prendre en compte, et du coup, malgré son âge, dont je veux finalement pas trop parler aujourd'hui, je trouve qu'on a un Duren qui a déjà un vrai truc. Il a un côté intimidateur dans la raquette qui déjà est très enthousiasmant, très hypant. En 22 minutes, on a un mec qui tourne à 7.7 rebonds, et même s'il y a encore beaucoup de choses à polir, notamment offensivement dans son jeu, et que ce serait pas mal qui développe un petit peu son mid-range, même s'il a les bases, hein, et qui peut en prendre de temps en temps, je suis assez persuadé que lui, à terme, ça pourra devenir une machine à double-double, et que même là, avec plus de temps de jeu à Détroit, il pourrait déjà faire des double-doubles très 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 régulièrement. Donc oui, tout est raw chez lui, tout est très très brut, mais dans ce qui monte près du cercle, dans la finition, dans la réception des passes lobées, mais aussi de l'autre côté du terrain, que ce soit au contre et au rebond, on a un Jalen Duren qui me plaît déjà beaucoup, et je pense que, à terme en tout cas, chez ces Pistons, il peut être un très bon fit dans son profil de gros big man solide qui sait faire déjà pas mal de choses grâce à ses qualités athlétiques notamment. Ok, concernant Jalen Duren, 56% d'entre vous, vous le mettez, ça en fait un de plus, hein. Vous le mettez au tier 3, 38% d'entre vous au tier 2 et 6% carrément au tier 1. Non, tier 1, je suis pas d'accord. Tier 2, pour moi, non, c'est aussi trop. Si on le met au tier 2, ça veut dire qu'on prend vraiment en compte son potentiel. Parce que moi, je suis d'accord. Le mec, très jeune, a un potentiel de fou et il peut montrer pas mal de choses s'il progresse. Il est encore trop naïf pour moi pour être au tier 2. Il y a pas mal d'éléments qui laissent penser qu'il pourra progresser. Mais pour le moment, moi, vu qu'on oublie son âge, vu que c'était le but, moi aussi, je le mets au tier 3 aujourd'hui, Jalen Duren. Évoquons désormais un autre Jalen Williams, et lui aussi, d'ailleurs il a été rookie du mois dans la conférence Ouest, donc ça montre que c'est un vrai joueur, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de bons rookies cette saison, en tout cas jusque là dans la conférence Est, mais lui aussi, à OKC, il n'a pas le choix que d'évoluer un petit peu dans l'ombre, et pourtant moi, je pense qu'on mérite de parler davantage de lui, en tout cas il mérite qu'on parle davantage de lui, même si là, le fait d'être élu rookie du mois de la conférence Ouest, ça a mis un petit peu la lumière et les projecteurs sur son talent, et je trouve que c'était une bonne chose. Là, on a beaucoup de mecs qui portent la balle au Thunder, et c'est cool qu'ils aient des joueurs, je trouve, comme Williams, qui sont capables de faire toutes les autres petites choses qui sont souvent sous-cotées. Et dans ce rôle, moi, je trouve qu'il assure réellement. Déjà, on a un mec qui tourne à 11 points par match en 25 minutes, et même si c'est pas un gros shooter à 3 points, globalement, avec son adresse de 52%, il assure. Alors, c'est le volume qui manque, mais ce qu'il prend, généralement, il les met, et il sait ce qu'il faut prendre. J'aime comment il propose tout le temps des solutions off-ball, et j'aime comment aussi on a un Shai Gilgeous-Alexander qui n'hésite jamais à le trouver quand il cut, par exemple, et vraiment, en plus de ça, il a aussi des qualités en transition qui sont appréciables. Lui qui défend fort également, que ce soit on-ball ou off-ball, et qui se mue, je trouve, parfaitement dans un collectif, grâce à une vraie énergie et surtout un vrai sens du playmaking qui est sous-coté. Et pourtant, c'est un mec qui déjà, contre Toronto, a été capable de distribuer pas moins de 11 caviars. C'est lourd. J'apprécie également sa régularité. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été rookie du mois de la conférence Ouest. Le mec est propre, il passe à côté que très peu de matchs, et tout ça, c'est rare pour un rookie. Mais en plus de ça, même si c'était face aux Spurs, on est en train d'examiner une vraie montée en puissance avec une perf à 27 points il y a quelques jours, et qui montre que oui, plus ça va là, et plus on a un Jalen Williams qui montre de réelles qualités. Donc oui, c'est un joueur très sérieux, qui en plus de ça est un hustler, qui jamais est avare en effort des deux côtés du terrain. Donc ok, c'est peut-être pas le rookie avec le plus de star power, mais dans ce costume de role player, moi je trouve qu'il se montre déjà très bien. Il peut vraiment être ce genre de joueur ciment, je trouve, dans un collectif. J'apprécie particulièrement ce profil, je suis persuadé qu'il peut faire du bien au OKC, et à terme, je me dis qu'il pourrait même viser bien plus que ce rôle de ciment et de role player, même si bien sûr à 21 ans c'est pas celui qui possède le plus de potentiel. Moi je pense que son âge aujourd'hui, ça lui apporte une vraie maturité, un vrai sérieux sur le parquet, ça lui permet de connaître très 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 bien son rôle, et moi je trouve ça très cool concernant Jalen Williams. Et bien pour Jalen Williams, encore une fois, il n'y a pas eu trop d'hésitation, il y a eu des hésitations entre deux tiers, le tier 2 et le tier 3, mais finalement c'est quand même tier 2 pour une grande majorité d'entre vous, 60
76% d'entre vous, 24 l'aurait mis en dessous, mais moi non, pour moi c'est du tier 2, hein, Jalen Williams. Peut-être que c'est pas le plus gros scoreur, et encore il s'en sort, et dans tout le reste de ce qu'il fait, il arrive à le faire, donc oui, ce sera peut-être jamais une superstar en NBA, ce sera peut-être jamais un All-Star, mais encore une fois, dans ce qu'il montre aujourd'hui dans son rôle et dans son sérieux, pour moi c'est un vrai tier 2, Jalen Williams. Maintenant, parlons comme on le voit partout, du Dennis Rodman de la génération Z, j'adore ce surnom, Jeremy Sohan. Et c'est vrai qu'avec son numéro 10, quand on le voit sous le maillot des Spurs et avec ses teintures colorées, l'ailier fort, il a vraiment des allures du Worm. Sauf que moi je trouve que la ressemblance, elle est pas juste en apparence, elle est pas juste physique. Même si on a un Sohan qui est évidemment moins exubérant que le Rodman version Spurs à l'époque, ça reste quand même un vrai défenseur qui, ça se sent, prend un malin plaisir à effectuer de gros stops. Lui, sa spécialité, c'est la défense, il adore ça, il met beaucoup d'énergie là-dedans, et ça c'est quand même assez kiffant. Tourner à 8 points et 4 rebonds de moyenne en 25 minutes, c'est juste correct. Mais quand tu vois à quel point c'est un crack défensif, je trouve que ça prend beaucoup plus de valeur. Quand tu vois qu'il peut protéger le cercle, qu'il peut être mobile, qu'il peut limite être hyper actif, qu'il sait très bien se placer aussi sur les lignes de passe, lui qui a déjà fait des matchs à 3 ou 4 interceptions, j'aime beaucoup. De ce côté-là du terrain, je trouve qu'il a définitivement quelque chose en plus des autres rookies, et voir que déjà il a pu se retrouver en face de profils super différents, hein, de Damian Lillard à Zion Williamson, et en étant plutôt efficace aussi. Greg Popovich lui donne une confiance absolue en défense, mais moi je trouve que ça montre que, défensivement, de ce côté-là du terrain, il a une énorme polyvalence, le lié fort. Ajoutons à ça qui, même si en attaque il fait pas grand-chose, il est quand même très bon pour partir en transition, et ça en fait des choses intéressantes. Bon, après maintenant c'est certain, pour le moment sa plus grosse faiblesse, elle est en attaque, sur jeu placé, où jusque-là c'est pas un shooter, et il a tendance un peu à se faire oublier. Offensivement, il y a plein de moments où on le voit pas. Néanmoins, sur certains flashs, il a quand même montré de belles choses sur des cuts, ça j'aimerais le voir plus souvent, et s'il taffe bien, je pense que ça pourrait devenir une des clés sur son développement en plus du shoot. Donc oui, pour l'instant un jeu offensif sur demi-terrain qui est critiquable, en tout cas qui restera haut, mais bon, est-ce que pour un rookie on peut critiquer ça, je sais pas, mais pour moi c'est largement compensé pour son impact défensif qui est potentiellement l'un des meilleurs parmi les rookies de cette QV jusque-là en ce début de saison. Concernant Sohan, Jeremy Sohan, alors je crois qu'on dit Sohan, hein, c'est pour ça que j'essaye d'articuler comme il faut. Vous êtes 65%, vous l'auriez mis aussi au tier 3. Et je pense que moi aussi, même si j'adore sa défense, pour l'instant c'est trop limité offensivement pour le mettre plus haut. Mais j'aurais pu hésiter entre le tier 2 et le tier 3. Vous étiez 24% à vouloir le mettre au tier 3 et 12% au tier 4. Ça, le mettre au tier 4 pour moi, c'est ne pas respecter sa défense et ne pas se rendre compte de ce qu'il est capable de faire de ce côté-là du terrain. Mais quand je vois quand même qu'on a des joueurs comme Tari Eason, comme Dyson Daniels et comme Andrew Nembhard à ce tier 3 qui est vraiment définitivement super hétérogène, ouais, j'aurais mis Sohan au tier 3, même s'il y a encore beaucoup de monde là-dedans, ça me va, je suis d'accord avec la globalité de vos votes. Voilà maintenant l'un des joueurs qui, je le sais, est l'un de ceux que vous attendez le plus, et je le vois, ça s'enflamme déjà dans le chat. En plus de ça, il est québécois, il est francophone, et vous êtes nombreux aussi à me suivre depuis le Canada, donc on va en parler. J'ai nommé Bénédicte Mathurin, qui lui aussi vient d'être élu rookie du mois, mais de la conférence Est. Et clairement, en ayant été choisi avec le choix 6, il est pour le moment l'une des sensations de ce premier quart de saison chez les rookies. En même temps, tourner à 19 points par match en 28 minutes dans une équipe que tout le monde imaginait tanker et qui s'en sort bien mieux que prévu, en partie grâce à lui, beaucoup en partie grâce à Tyrese Haliburton, mais aussi en partie grâce à lui, oui, il y a de quoi kiffer. Le mec c'est juste un putain de scoreur, de plus en plus souvent il atteint ou dépasse la barre des 20 points, il est très régulier aussi, il a connu que peu de matchs sans, ça c'est appréciable, et en plus de ça, il est allé jusqu'à atteindre ou dépasser la barre des 30 à 2 reprises, et franchement c'est balèze pour un rookie qui a si peu d'expérience dans la grande ligue. Ce que j'aime aussi, c'est comment il est utilisé par Rick Carlisle, parce que quels que soient les présents ou les absents chez les Pacers, le rôle de Mathurin bouge pas, il reste 6ème homme. Et ça, moi, ça me plaît, parce que ça lui permet vraiment de s'habituer à un costume qui lui est fait sur mesure, je trouve, et dans lequel il est réellement performant. Non, peut-être que, en tout cas pour l'instant, hein, en tant que rookie, il est fait pour ce rôle de 6ème homme. Moi, je pense qu'il a le potentiel, bien sûr, pour être titulaire à terme, mais ça, j'apprécie que pour le moment, on le change pas de rôle, et on essaye de faire en sorte qu'il s'y adapte le mieux possible, et ça, pour l'instant, il y arrive bien. Quand il rentre sur le terrain, on a un mec qui prend ses shoots avec efficacité, globalement, 43% au global, mais surtout un superbe 40% à 3 points, et ça lui permet de scorer des brouettes de points. C'est pas un hasard à mon avis si lors de ma vidéo sur les awards, vous l'avez si bien placé à la fois pour le trophée de John Duff du meilleur rookie, mais aussi pour le trophée de Joker
du meilleur 6e homme. Tout ça, c'est déjà parlant. On a un rookie qui s'affirme déjà parmi les meilleurs 6e hommes de la ligue. Donc moi, même si déjà je savais que ça pourrait être un bon scoreur, notamment grâce à ses côtés athlétiques, c'est son adresse de loin qui me bluffe depuis le début de la saison. Là, on a un rookie qui est en train de se muer en véritable sniper, avec déjà des perfs à 6 sur 9 de loin. C'est méga intéressant concernant le Québécois. C'est un mec qui joue très bien off-ball, qui sait parfaitement profiter des écrans pour se démarquer, qui arrive très bien à trouver les passes d'Haliburton pour sanctionner. Bon, on a un Haliburton qui le trouve bien aussi, mais je trouve que le duo s'entend parfaitement bien sur le terrain, et même si sa défense n'est pas encore parfaitement au point, moi je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il doit progresser. Perso, je trouve qu'il mérite réellement la hype qu'il est en train d'engendrer actuellement, le Bénédicte Mathurin. Et pour Mathurin, pas de surprise, moi aussi je l'aurais mis au tier 1, même si je le disais, pour moi sa défense reste son point à travailler, ce qui montre en attaque est beaucoup trop fort pour le mettre ailleurs. C'est du tier 1 évidemment. Après certains ont été sévères, parce que 79% au tier 1, 21% au tier 2, bon personne l'a mis en dessous et c'est normal. Non, pour moi c'était tier 1 sans hésiter pour Bénédicte Mathurin, et la grande majorité est d'accord avec moi pour ça. Et maintenant, Keegan Murray. Donc s'il y a une autre équipe qui fait un bon début de saison actuellement, globalement, même s'il y a eu du mieux et du moins bon, et dont on parle pas assez à mon goût, eh bien ce sont les Kings. Et là-dedans, moi je trouve que le rookie, Keegan Murray, a un certain rôle à jouer, ou au moins a eu un certain rôle à jouer en début de saison. Parce que vraiment là c'est vrai, il a un petit peu levé le pied, après un très bon début de campagne rookie, mais c'est quand même un mec qui, même s'il a été irrégulier, tourne tout de même à 11 points et 4 rebonds de moyenne en 29 minutes. Malheureusement là, il voit son adresse qui est complètement en chute libre depuis quelques semaines, et ça se voit. On a Murray qui semble être en train de connaître une sorte de rookie wall anticipé. C'est un peu tôt pour un rookie wall, mais c'est l'impression que ça peut donner. C'est un mec qui quand même tournait à plus de 17 points en moyenne sur ses 5 premiers matchs, mais depuis, oui, ses chiffres ont beaucoup diminué, et sur 3 matchs de suite, il nous a balancé un 2 sur 21 au tir qui a été catastrophique, et clairement c'est responsable aussi de son adresse et de ses chiffres et de toutes ses stats même qui sont en chute libre. Parce que oui, un basketteur qui met plus ses shoots, par définition, ça devient moins efficace. C'est souvent, voire c'est tout le temps que ça arrive, ça. Donc apparemment, maintenant, même si ça va pas l'excuser, mais ça peut expliquer des choses, il aurait connu pas mal de soucis personnels dernièrement, notamment au niveau familial. Ça pourrait expliquer sa mauvaise passe. J'en sais pas plus, mais c'est son père qui a dit ça dernièrement, et il pense que ça va vite revenir quand il aura réglé ses soucis. Mais ce que je retiens, quand même, c'est que c'est toujours un gars qui a encore un gros rôle dans une équipe de Sacramento qui se porte toujours bien. Et ça, c'est déjà pas mal quand même. Si maintenant il se remet à mettre ses tirs en catch and shoot qui lui font défaut actuellement, j'ai pas trop de doute qu'il pourrait très vite retrouver son niveau de début de saison. Donc là, en ce moment, il l'a plus, mais il y a quand même du mieux. À lui de prouver qu'il peut vite y revenir. En tout cas, c'est ce qu'il doit prouver actuellement. Il aurait presque pu viser le tir 1. Bon, je vais pas trop en dire, je veux pas trop vous influencer, donc j'arrête là, je vous donnerai mon avis. Mais pour moi, en tout cas, c'est vrai que pour l'instant, il y a quand même 2 parties dans ce début de carrière de Keegan Murray. Il y a les 6-7 premiers matchs et il y a la suite qui a quand même été bien moins bonne. Pour Keegan Murray, pareil, il y a eu des hésitations entre le tier 2 et le tier 3. Tier 3, j'aurais trouvé ça trop sévère, parce que même si je le disais, il fait un deuxième, enfin, 2-3 dernières semaines qui sont très moyennes, il y a quand même eu du mieux sur les 2-3 derniers matchs là, et Keegan Murray est en train, je peux pas garantir qu'il est en train de revenir à son niveau de début de saison, mais il y a eu quelques étincelles plutôt enthousiasmantes. Donc moi je suis d'accord avec les 67% qui l'ont mis au tier 2, moi aussi je l'aurais mis là. 33% vous l'auriez mis en dessous, je trouve ça quand même sévère. Je trouve ça quand même sévère vu tout le potentiel qu'il a montré sur ses premiers matchs et qu'il est en train peu à peu de remontrer. Peut-être juste qu'il se sent mieux dans ses baskets parce qu'il a géré ses soucis personnels. Je lui souhaite en tout cas, mais faire de si bonnes choses, même de façon irrégulière, dans une équipe des Kings qui fait partie des bonnes surprises de ce début de saison, pour moi ça mérite d'être valorisé pour Keegan Murray. Let's go pour le numéro 3 de la draft maintenant, Jabari Smith Jr. Numéro 3 de la draft, qui est le 3e qui joue le plus en temps de jeu moyen, c'est pas si mal finalement. Et là rien à dire, à part que 11 points par match en 30 minutes à 35% de réussite au tir, même s'il y a 7 rebonds de moyenne à côté, ça c'est pas mal, c'est décevant pour un numéro 3 de la draft. Mais bon, on n'est pas là pour juger de la déception comme je disais. Le mec, à la base, sa principale qualité c'est quand même d'être un sniper, c'est ce qu'on savait quand il était à la fac. Et même si 34% de loin c'est pas dégueu, moi ça me suffit pas pour répondre à mes attentes. Bon maintenant, je l'ai jamais caché. Rappelez-vous ce que je disais dans mon analyse de la draft à l'époque. Pour moi, tomber à Houston, c'était peut-être le pire contexte possible pour Jabari. Il a des gars comme Kevin Porter Jr. et Jalen Green autour de lui qui portent beaucoup la gonfle, et on l'utilise essentiellement comme un spot-up shooter. Donc, c'est vrai qu'il est bon dans ce domaine. C'est vrai que pour moi, c'était le meilleur shooter de la draft, et c'est vrai qu'il peut être utilisé comme ça. Mais quand même, je trouve que c'est aussi gâcher ses qualités parce que lui aussi est capable de créer, même s'il a peut-être moins de talent dans le domaine que Jalen Green et Kevin Porter Jr. Et il a peut-être besoin de ça aussi pour trouver le rythme, d'avoir un petit peu plus la balle. Et moi,
j'arrive quand même à lui trouver des excuses, même si je suis déçu. Donc les chiffres sont pas bons pour l'instant, l'impact il est pas assez présent, et dans ce bazar que constitue l'attaque des Rockets, je trouve qu'il apporte rien de bien meilleur pour le moment dans la mesure où il met pas ses shoots. Maintenant, comme vous l'avez compris, je veux pas totalement lui jeter la pierre. Le contexte est loin d'être évident pour lui, le jeu qui est prôné par Stephen Silas offensivement, alors je dis pas que c'est que de la faute de Silas, mais les pièces qu'il a aussi avec des Porter Junior et des Jalen Green qui je trouve sont pas forcément super complémentaires, mais ça laisse pas trop l'occasion à Jabari Smith de s'exprimer, et ça complique les choses. Maintenant, je suis persuadé que du talent il en a, 11 points et 7 rebonds de moyenne, c'est pas non plus pourri, il a fait également 2-3 pointes à plus de 20 points récemment, et ça c'est plutôt intéressant, il a mis un 5 sur 11 là je crois de loin il y a pas longtemps, et c'est ça que je veux voir plus souvent, en tout cas plus régulièrement chez Jabari Smith Jr. Maintenant, en parallèle, et ça c'est plutôt positif, je trouve plutôt à l'aise globalement en défense, et ça fait pas de mal à ces Rockets qui manquent cruellement de talent et d'envie dans ce secteur, en tout cas de ce côté-là du terrain. Alors je sais ici, mais je le répète, hein, c'est super important, mais je tiens à insister, le but ça va pas être de juger selon les attentes, et le fait qu'il ait été choisi en numéro 3 ne doit rien changer dans nos votes. Cependant, on est obligé de le souligner, quelles que soient les excuses, le début de carrière en NBA de Jabari Smith Jr. est plutôt décevant. Mais ce qui me rassure, c'est que finalement je me dis qu'il a juste à régler son tir pour relever la tête, le reste est plutôt pas mal, et dans ce contexte de Houston, bah c'est compliqué, et tant qu'il met pas ses shoots, bah oui, forcément, on a un Jabari Smith Jr. qui est bien moins utile en attaque, il faut en être conscient, et ça c'est une vérité. Pour Jabari Smith Jr., je suis content parce que malgré certains dans le chat qui voulaient être sévères, bah en gros, je vais vous le dire, hein, on a eu 10% qui l'ont mis au tir 4, 24% au tir 3 et 67% au tir 2. Moi, j'aurais hésité entre le tir 2 et le tir 3, tir 4, je suis pas d'accord parce que c'est quand même un mec qui a du talent, vraiment, et qui a des excuses qui sont réelles. Donc oui, il met pas ses shoots, mais moi j'ai envie de penser au contexte de Houston qui va pas. Alors c'est vrai, hein, c'est peut-être moi qui l'aime bien, ce joueur, qui n'a pas envie d'être trop sévère, et peut-être que je vous ai influencé dans comment j'ai décrit le joueur, mais moi je l'aurais mis au tir 2 effectivement, Jabari Smith Jr. Donc là je suis d'accord avec les 67% qu'ils mettent là, ça me va. Après ça dépend des joueurs qui sont au tir 3 aussi, mais quand je vois ça, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu un fourre-tout ce tir 3. Donc moi je reprends ce que j'aurais fait en début de live, hein, tout ce que j'avais prévu, et oui, moi j'avais mis Jabari Smith Jr. au tir 2. Maintenant, avant-dernier rookie pour aujourd'hui, donc c'est le deuxième qui a le plus de temps de jeu en NBA actuellement, Jaden Ivey, le combo guard des Pistons. Et le mec, comme prévu, en tournant à 16 points par match à 42% de réussite, bah c'est une scoring machine. Pour ce qui est de la vitesse et de l'attaque du cercle, on a un mec qui a un monstre et j'apprécie qu'en plus de ça, c'est pas juste ça, c'est aussi un gars qui est polyvalent, qui tourne également à plus de 4 rebonds et 4 passes par match. L'absence de Cade Cunningham, comme pour ce qui est de Killian Hayes, lui a du coup apporté plus de responsabilités, et là-dessus, même s'il y a encore pas mal de déchets dans sa sélection de tirs, avec des matchs à 3 ou 4 sur 11, mais globalement, je trouve qu'il assure parce que c'est un mec qui joue de façon très intense, et même qui a été capable de faire une perf récemment à 24 points face aux Kings. Donc après, pour être totalement honnête, moi j'adore comme il peut finir près du cercle, j'adore son toucher aussi, en gros athlète qu'il est, comment il peut finir en violence également, mais j'aimerais quand même, et ça c'est le plus gros défaut pour moi de Jaden Ivey, qui joue avec plus de patience et de maturité. Parfois ses choix, j'avoue, bon, c'est à cause de son âge aussi, mais parfois ses choix je les comprends absolument pas, et ses instincts peuvent de temps en temps mener à des pertes de balles catastrophiques. Là ça se voit, depuis qu'il a les rênes de l'équipe en l'absence de Cunningham, on a des Pistons qui ok, hein, avec un Ivey qui de temps en temps fait ses stats, mais on a des Pistons qui n'en finissent plus de chuter dans les classements et de connaître des grosses défaites, même si dernièrement il y a eu un tout petit peu de mieux. Maintenant voilà, j'aime ses accélérations, j'aime son énergie, j'aime comment il prend à cœur l'idée de peser dans tous les secteurs du jeu aussi. Cependant, il faudra définitivement prendre beaucoup d'expérience encore pour arriver au niveau supérieur. Mais au final, est-ce que c'est pas juste complètement logique que je demande à un joueur qui a à peine 20 ans, qui a à peine une vingtaine de matchs à son actif dans la ligue, de prendre de l'expérience? Si, enfin sûrement, en tout cas c'est logique, donc voilà pourquoi non plus je veux pas être trop sévère pour ce qui est de Jaden Ivey. Faire des mauvais choix quand t'es rookie, c'est limite une habitude, et à côté de ça il a quand même tout un paquet de vraies qualités, et bien sûr par contre c'est trop tôt pour qu'il ait les rênes d'une équipe, comme c'est un petit peu le cas aux Pistons en ce moment, en l'absence de Cade Cunningham, même si Bogdanovic a aussi pas mal de responsabilités, il a aussi manqué quelques matchs, et là je trouve que surtout on a un Ivey qui est sur-responsabilisé, et ça je pense que ça peut au moins en partie évoquer ses déchets. Expliquer ses déchets. Et pour Jaden Ivey, il y a eu beaucoup d'hésitations, parce que tous les votes ont été au tier 1 et au tier 2, mais ça s'est joué à quelques voix près. Vous êtes 53% à le mettre au tier 1 et 47% au tier 2. Et effectivement, avec Jaden Ivey, pour moi, il y a un petit peu ce dilemme. Est-ce que ça va être le moins bon du tier 1 ou est-ce que ça va être le meilleur du tier 2? Moi, je l'aurais peut-être mis en tant que meilleur du tier 2. Je l'aurais peut-être plus mis avec des gars comme Jalen Williams. Au-dessus, après, de mecs comme Keegan Murray, Jabari Smith Jr. et Shaedon Sharpe ou AJ Griffin, ça pour moi, il n'y a pas trop de doute. Donc ça se jouait entre
bas tier 1 ou haut tier 2. Vous avez choisi le tier 1. Ouais, on peut pas dire qu'il y a un désaccord. Moi, perso, je l'avais mis au tier 2 parce que je voulais réserver le tier 1 à vraiment l'élite, et pour moi Jaden Ivey n'y était pas encore tout à fait. C'est normal qu'il y ait de l'hétérogénéité en fonction des tiers. Vous avez décidé de le mettre au tier 1, et why not, c'est votre choix. Terminons avec le numéro 1 de la draft, qui est le rookie, forcément avec le plus de temps de jeu, Paolo Banchero. Et lui, dès son arrivée en NBA, il a prouvé que son statut, il le méritait, avec 6 matchs à 20 points ou plus pour commencer sa carrière, ce qui l'a mené dans un club de rookies très très fermé et des moyennes proches de 23 points et 7 rebonds par match à l'heure actuelle. C'est juste très très lourd. Le mec à Orlando, alors ok, dans une équipe qui gagne pas beaucoup, mais il fait tout, on lui a donné le lead, et dans ce rôle de franchise player, même dans cette team de fond de tableau, moi je trouve qu'il assure. Il porte la balle, il crée pour lui et même pour les autres, il utilise son énorme puissance aussi pour marquer dans la peinture, et même s'il est pas très adroit de loin, peu importe, c'est pas ce qu'on lui demande, tant il peut bully tous ses adversaires sous le cercle, il peut jouer en transition, il peut balancer des pull-ups en mid-range aussi. C'est un mec qui vit à mi-distance et qui assure là-bas dans cette zone en créant pour lui-même. Moi j'adore, franchement je trouve que le gars il joue presque déjà comme un all-star. Il lui manque plus que de faire ça dans une équipe qui gagne, ou de faire gagner son équipe, parce que ça aussi il a ses responsabilités, pour prouver qu'il a ce statut à l'avenir. Bien sûr que pour l'instant c'est trop tôt pour imaginer un Banchero all-star, mais pour moi il a tout le bagage pour le devenir rapidement. Ajoutons à ça que en défense j'avais des doutes le concernant, et finalement je dis pas que c'est bon, mais c'est moins pire que ce que j'imaginais, et tout ça c'est plutôt hypant. Pour le moment, moi je trouve que autant sur le ballon, j'apprécie, en tout cas je m'attendais pas autant de qualité de Banchero en 1 contre 1, en tout cas sur le ballon, mais c'est off-ball où là il va falloir qu'il prouve, parce que encore trop souvent je le trouve perdu. Dommage en vrai qu'il se soit blessé récemment, parce que juste avant de se péter, il avait fait 2 matchs de suite à 30 points ou plus, il était vraiment sacrément en train de monter en pression, le Paolo, et depuis il est revenu à la compétition, il retrouve un petit peu ses standards, il est revenu à des perfs autour de 24 points, ça reste quand même très fort, mais j'ai l'impression que là, si s'était pas pété, il aurait pu encore monter bien plus haut. Donc il a aussi suffisamment montré de QI basket, je trouve, pour aller provoquer des fautes, et ça c'est quelque chose que je trouve appréciable, cette maturité, où quand tu veux aller chercher des points faciles, tu vas provoquer le contact dans la peinture, tu vas sur la ligne des lancers francs, et j'ai l'impression qu'en plus de ça, vu qu'il est souvent sifflé, il a déjà le respect des arbitres, et ça c'est quelque chose de très rare pour un rookie. Non, franchement, Paolo Banchero, qu'il ait été blessé ou non, peu importe, ça reste un phénomène, un mec avec une puissance rare, un corps très solide, mais qui en plus possède un vrai bagage de dribble, des crossovers, des hésitations, même de bons appuis, en step back, en side step, il peut faire des trucs, mais tout ça c'est impressionnant. J'adore vraiment comment c'est un mec qui peut être créatif, balle en main, tout ça avec un vrai toucher près du cercle, en plus de la puissance, c'est toujours une qualité qui est essentielle, et moi ce qui montre à seulement 19 ans, je trouve ça hallucinant, et on va voir, mais je pense qu'en tout cas il mérite son statut de numéro 1 de la draft, et a priori on va voir vos votes, mais à mon avis il n'y aura pas trop de surprises concernant le tir de Paolo Banchero dans cette liste. Et pour Paolo Banchero, pas de surprise, on a 94% des votes en tier 1, vous avez pas voulu mettre l'unanimité, on a des gens qui l'ont mis au tier 3 visiblement parce qu'ils voulaient qu'il y ait tout et n'importe quoi dans ce tier 3, que ce soit vraiment le tier bazar de ce live tier, mais non, pas de surprise évidemment, Paolo Banchero c'est un tier 1 no-brainer, et vous êtes 94% à être d'accord avec ça, donc oui, effectivement Paolo Banchero il va là, et pour moi pas d'hésitation possible concernant ce choix. Épilogue. Donc si on fait votre bilan, au tier 1, vous nous avez mis du Bénédicte Mathurin, du Jaden Ivey et du Paolo Banchero. Tout ça, ça s'entend. Moi, je vais d'abord lire tout votre classement, après je vous ferai le mien. Au tier 2, vous avez mis AJ Griffin, Shaedon Sharpe, Jalen Williams, Keegan Murray, Jabari Smith Jr. Moi, pour l'instant, je trouve que ça se tient pas mal. C'est au tier 3 où je trouve qu'il y a plus alors pas d'incohérence, parce que je suis personne pour juger les incohérences, mais au tier 3 où je trouve que là, c'est normal, comme je disais, qu'il y ait de l'hétérogénéité à tous les échelons, mais là, je trouve que c'est là où on en a vraiment le plus. Et là, dans ce tier numéro 3, on a des joueurs qui jouent absolument plus, comme des joueurs qui jouent beaucoup. Par exemple, on a Walker Kessler qui, lui, a un rôle régulier à Utah, mais après, on a du Marjon Beauchamp et du Nikola Jovic qui ont montré des bonnes choses sur quelques matchs, mais qui jouent plus. On a un Dyson Daniels qui, lui, est vraiment en train de montrer en puissance et qui monte sa polyvalence et son playmaking aussi. On a du Christian Koloko qui lui a un temps de jeu solide, qui est assez brut c'est sûr, mais qui arrive vraiment à avoir une place dans la rotation. Du Tari Eason c'est pareil, qui a de la place avec son énergie. Du Jake Laravia c'est pareil, qui a de la place dans la rotation d'une équipe performance en plus aux Grizzlies grâce à son shoot. Du Andrew Nembhard qui a un vrai rôle grâce à sa maturité à Indiana. Du Jalen Duren qui est très 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 brut, lui aussi encore un profil totalement différent, mais qui grâce à son talent et son potentiel arrive à avoir une vraie place et un vrai rôle dans la rotation de Détroit.
froid, et un Jeremy Sohan qui est peut-être le meilleur défenseur de cette draft. Donc moi j'hallucine sur les profils différents qu'il y a dans ce tier 3, mais c'est aussi ça montre que dans cette cuvée de draft, on a vraiment des profils différents. Ensuite, au tier 4, viennent Ousmane Dieng et David Roddy, que vous avez mis juste au-dessus des deux du tier 5, c'est-à-dire Malaki Branham et Caleb Houston. Donc ma vision des choses, la voici. Forcément, elle est un petit peu différente de la vôtre, et heureusement, ça montre qu'on a des désaccords aussi, et voilà, c'est peut-être moi qui suis trop sévère, parce que ce qu'on voit globalement, c'est que j'ai nivelé beaucoup de choses par le bas. C'est vrai qu'il y a le potentiel de certains que j'ai descendu, donc que j'ai pas pris en compte parce que c'était pas le but, mais moi au tier 1, les Gods, je n'aurais laissé ça que pour 2 joueurs, c'est-à-dire Bénédicte Mathurin et Paolo Banchero. Pour moi, c'est les 2 meilleurs rookies de cette saison et de loin, et pour moi, c'est les 2 seuls qui méritent. Par contre, c'est vrai que du coup, j'ai fait un tier 2 qui est très hétérogène, avec Shaedon Sharpe, Jalen Williams, Keegan Murray, Jabari Smith Jr. et Jaden Ivey, qui, eux, répondent aux attentes de manière très différente. Jabari Smith Jr., comme je disais, il est très décevant, mais je trouve qu'il va un petit peu mieux, et malgré sa maladresse au shoot, il montre pas mal de bonnes choses. Jaden Ivey, pour moi, c'est le meilleur de ce tier 2, peut-être avec Jalen Williams, dans des rôles très différents, parce qu'on a un Jalen Williams qui, lui, est une machine à polyvalence, quand on a un Ivey qui est surtout un gros scoreur, mais qui fait beaucoup de déchets, quand lui, Jalen Williams, il joue avec une propreté folle. Et après, on a du Shaedon Sharpe, qui est un gros scoreur, qui est spectaculaire aussi, qui a du gros potentiel. Je sais que ça rentre pas en compte, mais qui me plaît quand même, hein, dans tout ce qu'il peut faire, et surtout dans son shoot aussi. Donc je le laisse au tier 2. Pour moi, j'aurais peut-être hésité à le descendre au 3, mais je le laisse au tier 2. Et Keegan Murray, pareil, que j'aurais pu hésiter à descendre au tier 3, mais que je laisse au tier 2 parce que gros début de saison. Là il se remet un petit peu en cause, en tout cas ça va mieux depuis quelques matchs, donc ouais, pour moi, dans ce tier 2 hétérogène, Williams et Ivey viennent au-dessus, et les 3 autres sont un peu au-dessous et auraient même pu discuter avec le tier 3. Dans le tier 3, j'ai laissé tous ceux qui ont un rôle actuellement, et j'ai descendu AJ Griffin. Mais sinon, c'est comme vous, j'ai laissé Walker Kessler, qui, comme je disais, a un gros rôle à Utah, défend super bien, et en attaque arrive à faire le minimum en bout de chaîne. Dyson Daniels, super polyvalent. AJ Griffin, que j'ai mis là, parce que je trouve qu'il a montré de bonnes choses quand il a eu du temps de jeu, mais pour l'instant, il a pas du temps de jeu assez régulièrement. Peut-être que c'est le meilleur du tier 2, mais je sais, j'ai été un peu sévère, je l'ai mis là. Mais vu que j'ai mis Jeremy Sohan dans un autre profil, de défenseur aussi au tier 2, ça me va bien. Jake Laraviak, j'aurais pu descendre aussi au tier 4, j'ai hésité, mais le fait qu'il ait un rôle régulier à Memphis, ça m'a fait me laisser là. Andrew Nembhard, pour moi, c'est un des meilleurs de ce tier 3, il aurait pu monter au tier 2 lui aussi, grâce à son sérieux, sa maturité, sa justesse. Et Jalen Duren, ouais, déjà le mec tourne déjà à 7 points et 7 rebonds en étant super brut, trop de talent pour être descendu, donc ça aurait été mon tier 3, assez hétérogène aussi, mais avec quand même moins de monde que dans le tier 3 que vous m'aviez fait vous. Dans le tier 4 par contre, ça laisse de la place qu'à 3 joueurs, Marjon Beauchamp et Nikola Jovic qui ont du temps de jeu trop irrégulier, et Christian Koloko qui pour moi est encore trop brut malgré son énergie pour viser plus haut, et en attaque j'ai besoin qu'il apporte beaucoup plus, il apporte encore moins qu'un Jeremy Sohan en attaque, et pourtant Jeremy Sohan apporte peu sur jeu placé. Christian Koloko, comme je disais, à part ses dunks offensivement, il n'y a pas grand chose, et en attaque c'est pas aussi poli et aussi performant qu'un Jeremy Sohan, par contre énormément d'énergie, donc ça reste quand même au tier 4. Et au tier 5 pour moi, Ousmane Dieng, malgré sa polyvalence et son potentiel, il faut juste être patient avec lui, je pense, enfin on verra, mais pour l'instant c'est un tier 5. Malakai Branham, vous étiez d'accord pour un tier 5, Caleb Houston vous l'aviez mis vous aussi au tier 5, et David Roddy, moi aussi je le mets au tier 5 parce que comme je le disais beaucoup, je trouve qu'il fait beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de mauvais choix, notamment en défense. Donc voilà, ça aurait été mon classement. On voit quelques différences avec le vôtre, mais c'était quand même de faire ça, de kiffer et de pouvoir comparer ça avec ce que vous avez fait et vos choix. Voilà pour ce qui est des rookies en NBA, et après un quart de la saison, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement en tiers? Pour vous, quel est le plus gros blasphème? Qui est-ce que vous descendriez de beaucoup de places, ou vous monteriez de beaucoup de places? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse toujours autant de connaître vos tendances. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, vous savez à quel point c'est super important pour la mise en avant et le référencement sur YouTube, et merci à tous ceux qui continuent à soutenir sur Twitch et sur Tipeee, vous êtes le sang de la veine. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre cette team en or grâce à laquelle on va faire un gros chèque pour le Movember, vous savez quoi faire, là aussi toutes les infos seront dans la description. A très vite.